commencé déjà la semaine passée la communication par échange de messages. Donc, on avait dit qu'il y a deux types de communication. Principaux, bien sûr, donc, mais il y a toujours d'autres façons de communiquer, mais principalement, il y a le partage de variables et l'échange de messages. On peut communiquer par signaux aussi. Vous le voyez dans le premier chapitre, enfin dans le premier TP, on a communiqué d'une certaine manière à travers les signaux. D'accord? Bon, mais c'est des communications primitives, donc c'est pas grand-chose, OK? Mais du moins, on pouvait s'envoyer des signes, hein, voilà, des petits codes. Mais la communication effective se fait à travers ces deux moyens-là que je suis en train de décrire. Donc là, on est donc dans la communication par échange de messages. Alors, je rappelle un petit peu ce qu'on a vu. On avait dit que pour pouvoir communiquer, on a besoin de se référencer mutuellement, c'est-à-dire que je dois adresser mon correspondant, qui peut être l'émetteur, qui peut être le récepteur. Et il y a deux manières. Il y a la manière directe, donc là, je suis obligé de mettre son nom dans le message, dans la primitive de message, et donc dans le message exactement. Et il y a aussi la communication indirecte qu'on va voir après. Donc, on est dans la communication directe. On avait dit qu'il y a deux primitives, donc envoyer, ça c'est le minimal. Envoyer un message à un processus qui s'appelle P. Je reçois un message d'un processus qui s'appelle Q. On a programmé comment dirais-je, le modèle du producteur-consommateur à travers ces deux primitives-là. Donc, on a vu, voilà, la synchronisation est prise en charge automatiquement par le système d'exploitation, contrairement à l'échange au partage par variable, comme on l'a dit. Voilà, donc il suffit d'envoyer le message qu'on a préparé au consommateur. Et le consommateur, quand il est prêt, va se mettre en attente d'un message du producteur. D'accord? Et tout dépend du lien. Donc, j'avais dit que le lien de communication, il a un certain nombre d'attributs, parmi lesquels la capacité du lien. Donc, le producteur peut envoyer, si le lien est infini, hein, ou bien une taille limitée, il peut envoyer un certain nombre de messages sans se bloquer. Mais si le lien est rempli, il va se bloquer jusqu'à ce que le récepteur reçoive. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a vu la fois passée. J'accepte chez lui. OK. Voilà, donc on avait dit que la primitive recevoir est bloquante, c'est-à-dire si le récepteur exécute cette primitive, mais il n'y a aucun message qui est envoyé par le producteur, il va rester bloqué jusqu'à l'arrivée de ce message. Mais on avait dit qu'on peut configurer de telle sorte qu'on dit au système, ne nous bloquez pas, hein, ne me bloquez pas si il n'y a pas de message, mais retournez-moi une valeur. Donc, on va affecter une variable, une valeur, ça devient une fonction, qui va être le statut donc, de retour quant à l'appel de cette fonction-là. Donc, s'il y a un message, ça va être positif. Hein, s'il n'y a pas de message, donc on aura une indication négative qui dit qu'il n'y a pas de message. Ça nous permet de revenir plus tard si on veut. Okay, pour ne pas se bloquer ici, sachant qu'il y a autre chose à faire en parallèle. Voilà, donc on a donné un certain nombre comment dirais-je, de propriétés ici. Donc, on a dit que le lien il est binaire, hein, d'accord? C'est entre deux processus seulement, producteur et consommateur, donc bipoint. Il est établi automatiquement parce que là, vous remarquez qu'on n'a pas demandé au système de créer le lien, donc il va le créer automatiquement. Voilà. Et le mode de communication est symétrique, c'est-à-dire que l'émetteur donne le nom du récepteur et le récepteur donne le nom de l'émetteur quand il s'agit d'appeler les primitives de communication. On avait dit quand même qu'il y a un problème, c'est un processus attend un message qui peut venir d'une destination qu'il ne connaît pas. Et là, ça pose problème. Donc, par exemple, s'il y a deux processus, P1 et P2, qui vont envoyer chacun un seul des deux va envoyer un message à P3. P3, il ne sait pas qui va lui envoyer le message. Est-ce que c'est P1 ou c'est P2? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? S'il appelle la primitive recevoir P1M, juste après recevoir P2M, il risque de bloquer sur la première primitive,
si ce n'est pas P1 qui va lui envoyer le message. C'est P2. Donc, c'est pour cela qu'on a dit que là, on utilise ce qu'on appelle l'adressage asymétrique. Cela veut dire que le processus récepteur, quand il va attendre la réception d'un message, il va appeler une seule fois la primitive recevoir le message M, mais il va donner un autre paramètre qui est le ID. ID, c'est une variable locale qui va être un identifiant, c'est-à-dire qu'elle va contenir une chaîne de caractères qui est le numéro du processus duquel il va recevoir le message. C'est-à-dire, si c'est P1 qui va lui envoyer le message, et bien dans la variable ID, on aura P1 qui est affecté. Et donc, il saura que c'est P1 qui lui a envoyé. Si maintenant, si c'est P2 qui lui a envoyé, on aura dans la variable ID, d'accord? Dans la variable ID, on aura le nom du processus P2 qui lui a envoyé de message. Voilà, donc, et ça règle notre problème de tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle l'adressage asymétrique. Asymétrique, ça veut dire l'émetteur va donner le nom du récepteur. Je vais envoyer à monsieur tel, mais le récepteur, parce qu'il ne sait pas de qui il attend un message, donc il va l'accueillir, le nom, il va l'accueillir dans le ID une fois que le message est reçu. Voilà, c'est ce qu'on appelle la communication directe mais asymétrique. Très bien. Alors là, il y a un problème pour les deux modes, justement. Pour toute la communication directe, là, je suis obligé de donner le nom des processus avec qui je communique. Que ce soit là, c'est les deux vont donner, mais là, c'est un seul qui va donner. Bon, en tout cas, il y a le nom des processus. Donc, si mon programme, à un moment donné, il veut changer les acteurs de communication, il est obligé de balayer tout le texte pour changer les noms des processus. D'accord? Et là, ça pose un problème au niveau de ce qu'on appelle la modularité, quand il s'agit de programmer de manière structurée, modulaire et sans retour pour modifier le texte. Et là, je suis obligé de modifier. Voilà, c'est l'inconvénient principal. Alors, je vais donner un exemple concret de la communication par désignation directe. Par désignation directe. Ben, on va parler donc d'un langage parallèle, un concurrent, si vous voulez, un langage concurrent, mais c'est parallèle, d'accord? Un langage concurrent qu'on appelle le CSP, d'accord? Communicating, hein, mais c'est communication, hein, c'est Communicating Sequential Processes. C'est des processus séquentiels communicants. Communicating, T-I-N-G. OK, donc il y a un petit erreur ici. Alors, je vais parler donc du système de communication utilisé par ce langage-là, qui va nous décrire des processus concurrents qui s'exécutent en parallèle. Bon, un programme CSP, il est constitué de plusieurs processus fixés. C'est-à-dire, un programme, c'est comme si c'est une application. C'est une application qui peut contenir un seul processus, mais elle peut contenir plusieurs processus fixes. Fixe, ça veut dire que le nombre est connu. Ils sont non déterministes. Je vais expliquer ça. Ils s'exécutent de manière parallèle. D'accord? Voilà. La communication se fait justement par désignation directe, parce qu'il y a plusieurs processus, donc ils sont amenés, quand ils veulent coopérer, bien sûr, à communiquer. Et là, ça se fait par désignation directe et par rendez-vous. On va expliquer tous ces termes-là, non déterministes, désignation directe, rendez-vous. D'accord? Vous êtes là toujours? Vous m'écoutez? Oui, monsieur. Ok, ça aide. Donc, s'il y a quelque chose, vous pouvez intervenir. Hein? D'accord? Bien. Alors, les messages sont typés, c'est-à-dire que quand j'envoie un message, comme les variables que je déclare, il faut que ce soit un entier, un réel, une structure, etc. Donc, même le message, il faut qu'il soit typé, c'est-à-dire que j'envoie un message d'un certain type. Par exemple, si je veux envoyer un message, un entier, eh bien, je vais dire que ça, c'est un entier. D'accord? Et bien sûr, le récepteur, il doit recevoir un entier. Donc, la variable qui va accueillir le message, elle doit être un entier pour que la communication ait lieu. Sinon, il y aura une erreur.
Donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est des messages TP. Ce n'est pas un message texte, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, et il est universel dans le sens général, sans interprétation. C'est un texte. Non, il est TP. Je peux envoyer dans le message un entier, une variable chaîne de caractères, une structure. Je peux regrouper tout cela dans un même message. Mais de l'autre côté, quand il reçoit, il faut que ce soit les mêmes types que moi. D'accord? Alors, on va appliquer, ce qui nous intéresse, c'est la communication. D'accord? Donc, voilà. Quand il s'agit de communiquer entre deux processus, je veux par exemple envoyer un message M au processus Q. Voilà comment je vais écrire l'instruction qui permet d'envoyer le message M que j'ai préparé. M, c'est une structure dans laquelle j'ai préparé mon message. Le Q, c'est le nom du processus destinataire. Et bien, je vais appeler la primitive comme ça. Q, point d'exclamation, M. Voilà, ça veut dire j'envoie, j'appelle cette fonction-là d'envoi. Ça veut dire envoyer le message M à Q. Voilà, c'est l'équivalent de ça. La réception est de la même manière, enfin de manière symétrique. J'attends, je reçois un message M du processus P. D'accord? Donc, moi, je m'appelle un certain processus, ce n'est pas ça le problème, mais je communique avec P en réception. C'est-à-dire, j'attends, j'appelle la primitive, point d'interrogation, ça veut dire que le message peut-être n'est pas encore arrivé. Voilà, donc je reçois le message. Quand il va être reçu, il sera mis dans N. N, c'est une structure chez moi, du même type que M. D'accord? Bon, la communication se fait par rendez-vous. Alors, j'explique ce que ça veut dire par rendez-vous. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de cas ici. Alors, je vais admettre votre collègue. Sadi. Sadi, j'ai trop tard, Sadi. Alors, la communication se fait par rendez-vous. Yani, le processus, vous avez un émetteur et un récepteur. Celui qui envoie, par exemple ceci, et celui qui reçoit. C'est celui-là. Alors, le processus qui envoie le message à Q, d'accord? Il s'appelle P, on va dire il s'appelle P. Le processus Q, il va recevoir de P, bien sûr. OK? Bien, donc le processus P, il va appeler Q, point d'exclamation M. Le processus récepteur, qui s'appelle Q, il va dire P, point d'interrogation N. J'attends un message. Bon, maintenant, les processus, avant de communiquer, ils sont quelque part. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Si maintenant le processus P a exécuté sa primitive Q, point d'exclamation M, et le second, le processus Q, n'a pas encore exécuté cette primitive-là, eh bien, le processus P va rester bloqué dans la primitive, parce que l'autre n'est pas pris. Donc, quand le processus Q arrive à exécuter T, point d'exclamation, c'est-à-dire il s'attend à la réception d'un message, il a appelé la primitive recevoir, c'est ça? C'est ça, la primitive recevoir. À ce moment-là, la communication, voilà, et c'est l'équivalent de dire N reçoit N. Yani, le contenu de M qui a été envoyé par P va être reçu au niveau de Q dans la variable N. Voilà, c'est un peu ça schématiquement. Et donc, il doit être du même type, mais N. OK? Donc, c'est maintenant le Q a exécuté cette primitive-là, mais le P n'est pas arrivé à exécuter celle-ci. Il est en train de faire autre chose. Eh bien, Q va rester bloqué. C'est pour cela qu'on dit que c'est une communication par rendez-vous. Donc, la communication a lieu si les deux sont en train d'exécuter le primitif respectif, c'est-à-dire d'émission et de réception. Si un des deux n'est pas arrivé à exécuter la primitive correspondante, eh bien, l'autre va rester bloqué jusqu'à ce que son correspondant arrive. C'est la communication par rendez-vous. Ça veut dire que le lien de communication entre les deux ne peut pas supporter des messages temporaires. Mais il y a une communication main à main. Mon message, je vous le donne à main propre. Voilà la communication par rendez-vous. J'espère que vous avez compris. Alors, avant d'appliquer sur un exemple cette communication-là,
Alors, je vais parler d'un certain nombre de choses qui sont très importantes, très, très, très importantes. Vous allez les rencontrer ailleurs, forcément, et vous en aurez besoin. Alors, les instructions, vous avez des instructions d'affectation normale, vous avez beaucoup d'instructions qu'on connaît. Tout langage, il a des instructions d'affectation, pour calcul d'expression, etc. C'est alors, c'est non, etc. C'est, voilà, les boucles. Donc, c'est, voilà, le schéma des instructions, il est toujours pratiquement le même. OK? Maintenant, la question, c'est que comment on implémente ce schéma-là au niveau de chaque langage. Alors là, au niveau de CSP, on a, en termes de structure de contrôle, la commande gardée, qu'on appelle la commande gardée de Dijkstra. C'est lui qui l'a définie. Alors, il y a, c'est une instruction à exécuter. Voilà. L'instruction à exécuter, elle est ici. Ça peut être une instruction, ça peut être plusieurs. C'est comme si j'écris une instruction entre début et fin. Hein. Donc, entre accolade ouvrante, accolade fermante. D'accord? Voilà. Donc là, c'est une ou plusieurs instructions à exécuter. Mais elle est conditionnée par ceci. C'est-à-dire, je n'exécute ces instructions-là, c'est comme si conditions alors. Mais la condition ici, elle est un peu plus sophistiquée. Je vais la décrire. D'accord? C'est ce qu'on appelle la garde. La garde, c'est quoi? Il y a des déclarations de variables. On a l'habitude, on le sait par exemple, de déclarer des variables localement dans la structure de contrôle. Hein, for, int, etc. Vous voyez, donc je déclare. Donc là aussi, il y a des déclarations. Je déclare des variables que j'utilise localement dans la structure heavy. Okay? Il y a les expressions booléennes. Nous, on connaît ces conditions, une seule condition, alors. Mais là, je peux avoir plusieurs conditions. Une condition, point virgule, une autre condition, point virgule. Donc, je peux avoir une liste de conditions indépendantes qu'on va évaluer indépendamment. Une condition peut être vraie, les autres peuvent être fausses, etc. Donc, on peut avoir tous les cas possibles. OK? Voilà. Et aussi, donc, on a des expressions booléennes, mais aussi, on a des commandes d'entrée. Commande d'entrée, c'est ça. Voilà, commande. Elle s'appelle une commande d'entrée. C'est-à-dire, j'attends un message de P que je vais mettre dans le N. Quand le message arrivera, ça veut dire quand le processus P exécute l'émission de message, il exécute ça, et bien moi, je vais recevoir le message. Donc, dans cette garde-là, on aura des expressions booléennes, on aura ce qu'on appelle des commandes gardées. Donc, c'est cela. J'attends un message, hein, par exemple, expression x supérieur à 5. Hein, bon, ne voyez pas ça. Voilà, maintenant ici, hein, l'exemple ici. J'exécute x reçoit x plus 1 si cpt est supérieur à n, donc je dois évaluer ceci, et le processus P duquel j'attends un message est prêt à m'envoyer le message, c'est-à-dire qu'il est dans sa primitive d'émission de message 1. Voilà. Alors, comment on fait l'évaluation? Donc, ça, c'est la structure de la garde. La garde, on l'évalue. On évalue la garde. Il y a 3 résultats de la garde. La garde, on dit qu'elle est vraie ou bien valide, elle est fausse ou bien elle est neutre. Vrai, fausse, neutre. Il y a 3 possibilités. D'accord? La question, c'est quand est-ce que j'exécute liste de commandes. Je vais décrire cela. Je vais tout d'abord dire dans quel cas elle est vraie, dans quel cas elle est fausse, et dans quel cas elle est neutre. Vous voyez? Donc, on va expliquer globalement. Si au moins une condition booléenne est vraie, c'est au moins une condition booléenne, une des conditions, parce qu'on peut avoir plusieurs. Une condition est vraie. S'il y a au moins une condition booléenne est vraie, la partie des expressions booléennes, on dit qu'elle est vraie. Même si toutes les autres ne sont pas vraies, mais une seule. Je parle parce qu'on a une partie condition booléenne, on a une partie commande d'entrée. D'accord?
Bien. Donc, ça, je parle de la condition booléenne. Elle est vraie si au moins une des conditions est vraie. Khlas, on a réglé ce problème-là. Sinon, elle est fausse, bien sûr. D'accord? La condition booléenne est fausse si toutes les conditions, toutes les expressions booléennes sont fausses. Ça, c'est clair. Bon. La partie commande d'entrée. Je parle de la partie wahda. Tout à l'heure, j'ai parlé des conditions booléennes seules. Maintenant, je parle de la partie commande d'entrée seule. On dit qu'elle est vraie si l'émetteur, c'est-à-dire moi j'ai une commande gardée dans laquelle j'attends un message, bien sûr. Moi, je suis le récepteur. J'attends un message. D'accord? J'attends un message de monsieur P, par exemple ceci. Hein? Je l'ai écrit ici dans ma garde. Si l'émetteur est prêt à communiquer, c'est-à-dire qu'il est en train d'exécuter sa primitive, il est bloqué dans sa primitive d'émission, bah, je dis que cette partie-là est vraie. D'accord? Très bien. Alors, s'il n'est pas prêt, si l'émetteur n'est pas prêt, eh bien, cette partie-là, qui est la commande d'entrée, on dit qu'elle est neutre. Neutre, c'est-à-dire, bon, j'attends jusqu'à ce que monsieur soit, il n'est pas encore prêt à m'envoyer le message. Donc, on dit qu'elle est neutre. D'accord? Très bien. Donc, les possibilités. Je peux avoir la condition booléenne vraie, la commande d'entrée vraie. Je peux avoir la condition booléenne fausse, mais la commande d'entrée vraie. Oui, il y a 4 possibilités pour ça. Mais il y a aussi neutre. Vrai neutre, faux neutre. Oui, donc il y a plusieurs possibilités. Mais nous, ce qui nous intéresse, quand est-ce qu'on va exécuter la liste de commandes? Voilà la question. Quand je viens à cette garde-là, comment je vais l'exécuter? Bien sûr, je dois évaluer les expressions booléennes. Il est kainin, bien sûr, parce qu'ils peuvent ne pas exister. Hein? Donc, ce n'est pas obligatoire. Même la commande d'entrée, c'est optionnel. Mais si les deux sont là, je vais évaluer les conditions là ou les conditions booléennes. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, je vais avoir un résultat. Ou je vais voir la commande d'entrée aussi si elle existe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est neutre? D'accord? Très bien. Alors, il y a aussi une autre valeur de la commande d'entrée, parce que c'est un cas d'erreur ici, en quelque sorte. Si le processus émetteur est mort, ça veut dire qu'il a terminé son exécution. Ça veut dire qu'il ne va jamais m'envoyer. Moi, j'attends le message de lui, mais il ne va jamais me l'envoyer. Donc, il est mort. Hein? Il a terminé son exécution, d'une manière ou d'une autre. Mais il a été tué. OK? Il n'existe plus. Ben, dans ce cas-là, la garde, elle est fausse. Donc là, ça nous donne aussi d'autres possibilités. D'accord? Très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, quand est-ce que je l'exécute, quand est-ce que je ne l'exécute pas. D'accord? Si la garde contient les deux parties, c'est-à-dire la partie expression booléenne et la partie commande d'entrée, comment on va? On va tout d'abord évaluer, comme j'ai dit, les conditions booléennes. Si l'expression booléenne est à faux, toute la garde est à faux. Même si l'émetteur est en train de, ça il est en train de m'envoyer, enfin, il est arrivé à exécuter l'émission de message, pour moi, eh bien, toute la garde, on dit qu'elle est fausse. D'accord? Si l'expression booléenne est vraie maintenant, là c'est intéressant. Si l'expression booléenne est vraie, la garde aura la valeur de la commande d'entrée. Yani, à ce moment-là, ça y est, on a terminé avec l'expression booléenne, on est tranquille. L'exécution de la liste de commandes est conditionnée par la garde. Donc, la garde aura soit la valeur vraie en entier, hein, parce que le booléen, ça y est devenu, on a réglé son problème. Et donc, le résultat de toute la garde, expression booléenne et commande d'entrée, son résultat, c'est celui de la commande d'entrée. Yani, si la commande d'entrée est vraie, toute la garde est vraie. Si la commande d'entrée est à neutre, toute la commande est à neutre. Si la commande d'entrée est à faux, ben, toute la garde est à faux. D'accord? Ça, c'est pour l'évaluation. Le résultat que je vais obtenir
en évaluant. OK? Affiche. Tout accepté. هادي collègues qui arrivent en retard. واش نديروا لهم؟ Ça arrive en retard. Voilà. Bien. La liste de commandes est maintenant ce qui nous intéresse quand est-ce que j'exécute ça. Maintenant, je sais évaluer. Je sais évaluer, obtenir un résultat. Le résultat peut être vrai, peut être neutre, peut être faux, de toute la garde. D'accord? Voilà, c'est clair. Bon. Quand elle s'exécute, la liste de commandes est exécutée si la garde est avérée. Quand est-ce que la garde est avérée? Ça veut dire si l'expression booléenne est vraie et la commande d'entrée est avérée. Dans ce cas-là, elle est avérée. C'est bien ça. Bon, je l'exécute immédiatement. D'accord? Bon. Ou si elle est à neutre. Elle est à neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'expression booléenne est avérée, mais l'émetteur n'est pas encore arrivé pour m'envoyer le message. Ça veut dire que je vais l'exécuter, mais au moment où je reçois le message. C'est-à-dire maintenant, il n'est pas prêt à m'envoyer, ben, je l'attends. Je l'attends jusqu'à ce qu'il m'envoie le message parce que ce n'est pas rendez-vous. Et à ce moment-là, j'exécute la commande d'entrée. D'accord? Et bien sûr, quand j'exécute la commande d'entrée, la liste de commandes, la première des choses qui va se faire, je l'exécute quand la garde est avérée, ou bien quand c'est neutre et plus tard, le monsieur est prêt à m'envoyer, donc ça devient vrai. D'accord? Voilà. L'exécution commence par la réception du message. Je dois tout d'abord recevoir le message qui est ici, et puis je vais exécuter. Pourquoi? Parce que ce message-là, il conditionne. J'en ai besoin dans la liste de commandes. Si je reçois le message dans N, par exemple, P de N, il se pourrait que ici, je vais mettre Y reçoit N. J'en ai besoin. Donc, je dois recevoir tout d'abord le message et à ce moment-là, j'exécute la liste de commandes. Voilà la commande gardée de Dijkstra, comment elle s'exécute. Je vais évaluer ici, supposons qu'elle est vraie. Bon, si monsieur n'est pas prêt de m'envoyer le message, je vais l'attendre jusqu'à ce qu'il m'envoie le message. Je vais l'affecter à M. Et puis voilà, elle va s'affecter automatiquement par la primitive, c'est pas moi, d'accord? Et à ce moment-là, j'exécute X reçoit X plus 1. Bon, ici, je peux avoir X reçoit aussi quelques X plus 1, par exemple, je l'utilise. Bon, je ne l'ai pas mis ici, mais je peux le faire, OK? Voilà. Maintenant, si cette condition-là est fausse, eh bien là, je ne peux pas exécuter la commande, d'accord? Alors, il y a ce qu'on appelle la commande alternative. La commande alternative se base sur la commande qu'on vient de voir, d'accord? La commande gardée de Dijkstra. Voilà. Alors, on aura la commande gardée 1, la commande gardée 2, la commande gardée 1. C'est-à-dire que j'exécute soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci. Une seule que je vais exécuter. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Je vais évaluer les gardes. La garde 1 de cette commande-là, la garde 2 de cette commande-là, jusqu'à la garde 1. Je vais les évaluer en même temps. Le résultat que je vais avoir, je peux avoir toutes les gardes fausses, toutes les gardes vraies, certaines gardes fausses, d'autres vraies. Vous êtes d'accord? D'autres neutres, si possible. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, en évaluant, supposer que j'ai un certain nombre de gardes qui sont à vrai. Les autres sont à faux ou bien neutres, mais je vais m'intéresser à vrai. S'il y a au moins une à vrai, je suis content. Maintenant, la garde 1 et la garde 2 sont à vrai, les autres soit neutres, soit fausses. C'est simple, donc voilà ce qui va m'intéresser. Je vais faire un choix aléatoire. Ça peut être cette commande-là, ça peut être celle-ci que j'exécute, mais j'exécute une seule, pas les deux. D'accord? Donc, s'il y a au moins une commande vraie, je vais exécuter. Si c'est seul, je l'exécute. Si c'est plusieurs, je vais choisir une et je l'exécute. C'est clair. Maintenant, si je n'ai pas de commande vraie, ما كانش livré كامل,
mais j'ai certaines qui sont neutres. Certaines qui sont neutres. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais patienter. Neutre, ça veut dire que les messages ne sont pas encore là. Les émetteurs de ces gardes-là n'ont pas encore envoyé de message. D'accord? Eh bien, je vais choisir, pas maintenant, mais je vais attendre jusqu'à ce qu'une devienne vraie parmi celles qui sont neutres. C'est-à-dire, monsieur l'émetteur de cette garde-là est prêt à envoyer le message. Il a exécuté sa primitive d'émission. Eh bien, j'exécute la commande gardée correspondante. Voilà. Donc, c'est une question de temporisation. Maintenant, si toutes les gardes sont à faux, l'exécution se termine par une erreur. OK? La boucle, ça, quand on met étoile, ça veut dire c'est une boucle. C'est ceci que je répète autant de fois qu'il y a des gardes valides, c'est-à-dire vraies. Hein? J'exécute jusqu'à la fin où une toute elle devient fausse. À ce moment-là, je sors de la boucle. Je sors de la boucle. Ce n'est pas une erreur, je sors. Très bien. On va appliquer cela. Vous allez voir que le problème qu'on a posé dans la communication asymétrique, souvenez-vous, hein, quand le récepteur a mis ID pour éviter le problème de la communication symétrique, eh bien, vous allez voir qu'on peut le résoudre avec ces commandes gardées de Dijkstra. D'accord? Ici, d'une autre manière. Vous allez le voir, je vais en parler après. Bon, maintenant, je vais appliquer, comme j'ai dit, pour le producteur et le consommateur. Je vais supposer que j'ai 3 processus. Le producteur, le consommateur et un processus intermédiaire. Un processus intermédiaire, ça veut dire quoi? Un processus qui sert d'intermédiaire entre les deux. Il communique avec les deux. C'est-à-dire que le producteur n'envoie pas directement au récepteur. Il envoie plutôt au communicateur, donc c'est à l'intermédiaire. D'accord? Voilà. Je l'appelle communicateur. Voilà le producteur. J'écris son texte. Je n'ai pas mis de boucle, mais c'est une boucle, c'est une boucle. Il prépare un article quelque part, je simplifie tout simplement, je mets l'essentiel. Juste après, il va envoyer l'article à communicateur. Donc, je suppose que le processus communicateur dispose du tampon. C'est lui qui a le tampon. D'accord? Voilà. Le consommateur, lui, voilà comment il communique. Ça, c'est une façon d'implémenter. On peut implémenter d'une autre façon. Hein? D'accord? Ce n'est pas unique. Alors, le consommateur, lui, quand il veut un article, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le demander au communicateur. S'il vous plaît, envoyez-moi un article si vous en avez. Dès que vous en aurez, si vous ne l'avez pas, dès que vous l'aurez, envoyez-moi. D'accord? Donc voilà, il va envoyer au communicateur, ça c'est le destinataire, je suis consommateur, j'envoie au communicateur encore. Encore, bon, ça c'est une variable qui ne contient rien, c'est juste pour se synchroniser. Envoyez-moi s'il vous plaît un autre message, un autre article. Et juste après, quand le monsieur reçoit, c'est bon, je vais me mettre à recevoir, à attendre la réception de l'article du communicateur. Voilà. Et je le fais de manière boucle, hein, de manière répétée. Le communicateur, lui, l'intelligence, hein, les deux rigueurs hein, chez lui. On suppose qu'il a le tampon d'une certaine taille de 0,99 et il a deux variables, EN et 0 chez lui. D'accord? Ces variables-là, c'est quoi? C'est le T et le Q du tampon. C'est un tampon circulaire. On gère de manière circulaire. OK? Les deux sont à 0 initialement, les deux indices. Pointeur. Le communicateur est un processus cyclique. D'accord? Il travaille de manière cyclique. Je vais écrire une boucle ici. Voilà, comme celle-ci. Comment il va fonctionner? Vous êtes d'accord avec moi que le communicateur, c'est un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. C'est quoi son rôle? Il va, quand il reçoit un article du producteur, il va le stocker dans le tampon. Quand il reçoit une demande d'un article, s'il y a dans le tampon, il va lui envoyer au consommateur.
Donc, il reçoit un article, il reçoit une demande, il envoie un article au communicateur. Donc, il doit rester à l'écoute des deux en même temps. Vous voyez le mouchkil, comme tout à l'heure. Il se pourrait qu'à un moment donné, que c'est le producteur qui m'envoie, mais il se pourrait aussi que ce soit le consommateur. Donc, je dois rester à l'écoute des deux. Je dois me partager pour les deux. Comment on le fait? Eh bien, voilà, on va l'implémenter ici. J'ai écrit le texte. Là, c'est lié au producteur. J'attends quoi du producteur? J'attends un article. Quand je reçois un article du producteur, je le mets dans le tampon. Donc, dans la commande d'entrée, qu'est-ce que je vais faire? J'attends la réception d'un article du producteur. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre dans le tampon. Donc, c'est ça la variable qui va accueillir l'article. Hein? Si le producteur est prêt à m'envoyer un article, il est en train d'exécuter sa primitive, eh bien, quand j'exécute cette commande-là, hein, c'est comme ici, quand je l'exécute, je commence par la réception de l'article. Je le mets où? Je le mets dans le tampon à l'indice EN modulo 100. Modulo 100, ça veut dire le tampon circulaire. Mais je ne peux recevoir l'article que si j'ai de l'espace vide. Ça, c'est une condition de l'espace vide dans le tampon. Il y a des cases vides. On va en parler. Hein. Donc, ça, c'est la condition du tampon. S'il y a des cases vides dans le tampon et le producteur est prêt à m'envoyer un article, ben, je vais commencer comme j'ai dit. Donc, ceci, la condition est vraie. Ça devient aussi vrai parce que c'était neutre à un moment donné, mais ça devient vrai, peut-être, quand ça devient vrai. Je le reçois, première des choses, à cet indice-là, et j'incrémente l'indice. L'indice, je ne l'incrémente pas modulo 100. D'accord? Modulo 100 d'être ici, mais je peux le faire ici. Hein? C'est-à-dire le E1, il peut dépasser 100. Il peut connaître 200, 300, 400, 550, etc. Il monte toujours. Mais je peux mettre modulo 100. Donc là, je prends le reste de la division. D'accord? Ici. Mais je peux mettre modulo 100 ici, hein, si je veux. D'accord? C'est le 199, 100, il revient à 0. Donc, je peux mettre modulo 100 ici. Je peux le mettre ici. Bon, moi, je l'ai mis ici. OK? Voilà. Donc, ça, c'est la communication avec le producteur. L'autre partie, c'est la communication avec le consommateur. Si le consommateur m'envoie une demande d'un article et j'ai des articles à lui donner, c'est-à-dire le tampon n'est pas vide, on va voir cette condition-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je reçois ce message-là, c'est normal. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui envoyer l'article dans le tampon à la case qui est pointée par S0 modulo 100. Et j'incrémente S0 de 1. Voilà. Donc, le producteur, il est là. Il évalue cette garde-là. C'est comme ici. Hein? J'évalue cette garde-là et cette garde-là. Je vais voir laquelle qui est vraie. S'il y a une seule qui est vraie, bon, je vais aller exécuter celle-ci. Si les deux sont avrais, c'est-à-dire le producteur m'a envoyé, le consommateur m'a demandé un article, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir une aléatoirement. Je traite. Et je reviens une autre fois. C'est une boucle. D'accord? Donc, vous êtes d'accord avec moi que il ne sort jamais de cette boucle-là. D'accord? Jamais. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de case vide, il y a des cases pleines. Forcément. S'il n'y a pas de case vide, il y a des cases pleines. S'il n'y a pas de case pleine, il y a des cases vides. Donc, vrai, il existe, que ce soit ici ou ici. Maintenant, le reste, c'est juste est-ce que le producteur m'a envoyé ou là. Est-ce que le consommateur m'a envoyé ou là. Donc, je peux avoir neutre. Hein, les conditions peuvent être neutres, les deux. Une peut être neutre, une autre non, c'est possible. D'accord? Donc, mais il n'y a jamais de condition fausse. Mustahil tamam. Donc, il ne sort jamais de la boucle. Ça, c'est un avantage. Maintenant, je reviens aux conditions. Le producteur m'envoie un article, un article, et qu'est-ce que ça veut dire EN moins S0 est inférieur à 100? Le EN, le S0.
Les deux commencent à partir de 0. Ça, c'est les valeurs, d'accord? À partir de 0. Bien sûr, le producteur, quand il dépose dans une case, il va mettre EN plus 1. EN plus 1, il commence 0. 1, 2, 3, يطلع. Le consommateur le suit. Le S0, il le suit. D'accord? Hein? Il prend la case 0, la case 1, la case 2, la case 3, etc., etc. Quand est-ce qu'il ne peut pas prendre le consommateur? S'il rattrape le producteur. D'accord? S'il le rattrape. Si le S0 rattrape, j'admets votre collègue. Quelqu'un, je connais quelqu'un. OK. Bien. Donc, le E1, il monte, c'est comme la neige, on met des traces, d'accord? Comme je l'ai expliqué pour le producteur et le consommateur. Donc, si le consommateur rattrape le producteur, ça veut dire qu'il n'y a pas de case vide. Donc, il faut que S0 soit inférieur à EN pour que je puisse lui envoyer un article. Ça veut dire qu'il y en a des articles. Si S0 est égal à EN, il ne dépasse jamais mustahil, bah, je ne peux pas exécuter ceci, je reste bloqué jusqu'à ce que le producteur dépose, il incrémente. Et maintenant, le producteur, la condition, quand est-ce que je peux déposer? Je peux déposer s'il y a des cases vides. Des cases vides, donc là, je vais voir la différence entre S0 et E1. Il ne faut pas que ça soit un écart de 100. Quand il y a un écart de 100, ça veut dire que tout est plat. Je l'ai dépassé de 100 cases. Ça veut dire que tout est plat. Il faut que l'écart entre les S0 et E1 soit inférieur à 100. On dit qu'il y a des cases vides. Voilà, donc c'est tout simple que ça. OK? Et ça marche très bien. Voilà la solution. Il y a la solution. Okay? Donc, je récapitule très rapidement. Le communicateur, donc, il reçoit les messages envoyés par le producteur dans l'article. Dès que le producteur est pris, il va envoyer. Le consommateur, il va tout d'abord demander « je veux un article » et puis il va recevoir l'article. D'accord? Il attend la réception de l'article. Le communicateur, il travaille avec les deux. Oui, il ne se bloque pas comme tout à l'heure. Souvenez-vous, hein, tout à l'heure. J'attends ça et j'attends ça. Vous voyez, ce n'est pas séquentiel. Je risque que le premier ne m'envoie rien, donc je ne peux pas aller au deuxième. Non, on n'a pas de ça. J'attends les deux, mais de manière abstraite. Je suis en train de voir, j'évalue ça. Je ne m'engage que si une des deux est vrai et je m'engage dessus. D'accord? Donc voilà, il n'y a pas de blocage ici. Ça, c'est important. Vous voyez, cette façon de programmer, c'est un outil qui nous permet de ne pas nous bloquer comme les outils primitifs qu'on connaissait dans les langages classiques. Voilà. Et ça, c'est important. Et là, justement, c'est pour cela qu'on dit que j'ai dit au départ, les processus sont non déterministes. Non déterministes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne sais pas quelle sera l'instruction qu'il va exécuter. Il se pourrait qu'il exécute celle-ci, à un moment donné, il se pourrait qu'il exécute celle-ci. Parce que c'est un choix aléatoire. Donc, il est non déterministe. Voilà, pour parler de manière simple. OK? Nous, dans les instructions, dans les langages normaux, un processus, il est déterministe. C'est-à-dire que quand je donne les mêmes valeurs d'entrée, hein, et ben, il va suivre un seul chemin. Même la de l'exécution, il va suivre le même chemin. Même la de l'exécution, le même chemin. Avec les mêmes variables, bien sûr, d'entrée, les mêmes valeurs d'entrée. D'accord? Mais là. Quand je fais une exécution, il se pourrait qu'il communique avec le producteur, puis le consommateur, puis producteur, puis consommateur. Il se pourrait qu'à un moment donné, il communique 2 fois avec le producteur, puis 1 fois avec le consommateur. Donc, d'une exécution à une autre, je peux suivre un chemin différent. Et là, on dit que c'est non déterministe. Non déterministe. D'accord? Voilà. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Si je peux communiquer avec le producteur, je ne peux pas communiquer avec le consommateur parce qu'il ne me demande rien, ou bien parce qu'il n'y a pas d'espace, de cases pleines, eh ben, je vais communiquer avec le producteur. Si le consommateur est prêt, il m'a envoyé une demande, il y a des cases pleines, eh ben, je communique avec. Et il se pourrait qu'il n'y ait pas de cases vides. Donc, le producteur reste bloqué jusqu'à ce qu'il y ait des cases vides. D'accord? Je ne peux pas recevoir de chez lui jusqu'à ce que j'extrais une case. Il se pourrait que les deux sont vrais. Les deux sont vrais, c'est-à-dire que le producteur m'a envoyé un article et il y a de l'espace vide, et le consommateur m'a envoyé une requête et il y a des cases pleines. Dans ce cas-là, je choisis un aléatoirement, je l'exécute. Par exemple, le producteur, je reçois de lui, je dépose, mais la prochaine fois, je réévalue.
J'arrive à aller chez le producteur, ne m'envoie rien, et ben je vais aller au consommateur. Je vois, donc il ne se bloque pas tout le temps. Il se bloque temporairement. D'accord. Donc, نلتهب هذا نرجع نلتهب هذا نلتهب هذا peut-être نلتهب واحد plusieurs fois et puis je نفوت الاخر. Donc c'est non déterminé. Mais l'essentiel qu'il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de famine. Voilà. Hein, c'est petit, mais c'est très important comme concept. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? On avance. Oui. Alors ça, c'est la communication, toujours par échange. Ce qu'on vient de voir, c'est échange de messages. On a donné donc un exemple sur la désignation directe et particulièrement communication avec rendez-vous. Alors, on va maintenant parler de la communication indirecte, c'est-à-dire la désignation indirecte. C'est-à-dire que quand je veux envoyer un message à quelqu'un, je ne vais pas mettre son nom. Je ne vais pas l'envoyer directement à lui. Voilà, c'est ça le plus correct. Je ne vais pas le lui envoyer directement. Son nom, je peux le mettre. Je peux le mettre. Vous allez voir qu'on met le nom. Des fois, on est obligé de mettre le nom. Mais indirect dans le sens où je ne vais pas le lui envoyer directement. Non. Je vais utiliser l'intermédiaire. Un intermédiaire, c'est une structure de communication qu'on appelle les boîtes aux lettres. Et boîtes aux lettres qu'on connaît dans la vie courante. Quand je vais envoyer une lettre à quelqu'un, je vais l'envoyer à la poste. La poste va la mettre dans la boîte aux lettres de ce monsieur-là. Et lui, il consulte la boîte aux lettres pour prendre. Voilà. La boîte aux lettres peut être devant sa porte, domicile. Elle peut être au niveau de la poste aussi, parce qu'on peut prêter des boîtes aux lettres. D'accord? On réserve des boîtes aux lettres au niveau de la poste, boîte aux lettres personnelles. On a une clé. Une boîte aux lettres peut être vue comme étant un emplacement où sont déposés ou bien prélevés les messages échangés. Bon, mais on ne dit pas déposer, prélever, on dit envoyer. J'envoie dans une boîte aux lettres. Je reçois d'une boîte aux lettres. Voilà, on utilise la transmission, les primitifs que j'ai énoncés tout à l'heure. Alors, une boîte aux lettres contient, enfin, elle est identifiée, elle a un nom, de manière unique. Deux processus peuvent communiquer par plus d'une boîte aux lettres. Bon, la base, c'est une boîte aux lettres, mais on peut communiquer par plus d'une boîte aux lettres. Par exemple, une boîte aux lettres BAL1, BAL2, BAL3. BAL1, on va la réserver pour un certain type de message, pour un service donné. La deuxième pour un autre type de message et la troisième pour un autre type. Donc ça, nous, on va parler d'un principe, une boîte aux lettres. Maintenant, quand vous programmez, vous pouvez utiliser plusieurs boîtes aux lettres. C'est à vous de voir. Alors là aussi, une boîte aux lettres peut être utilisée par plusieurs processus à la fois, c'est-à-dire plusieurs émetteurs, plusieurs récepteurs. Ils partagent la même boîte aux lettres, c'est possible aussi. Les primitifs de communication sont envoyer le message que j'ai préparé dans une boîte aux lettres B. J'envoie le message dans une boîte aux lettres B. Entre parenthèses, avant de terminer, on fera le TD tout à l'heure, comme je l'ai mis dans les mails, et je vais faire la liste de présence pour les gens qui sont présents du groupe. Les gens aussi de l'autre groupe peuvent assister, aucun problème. Bien sûr, ce sont les personnes qui n'ont pas assisté la semaine هذه في الجروب نتاعهم, ils peuvent assister في الجروب هذا, il n'y a aucun problème. OK? Et à la fin aussi, après le TD, il y a deux binômes pour lesquels je vais faire le test de TP. Ils sont concernés, mais les autres non. D'accord? Et ils le savent. Il y a l'étudiant Nil, il y a واحد اخرين نسيت شكون هذوك تاو على بالهم en tout cas, hein. Donc je leur ai dit voilà. OK شباب. Donc voilà. Et le récepteur va recevoir de la boîte aux lettres B le message message MES. Alors, les boîtes aux lettres peuvent être privées. La boîte aux lettres que vous avez devant votre porte de maison, elle est privée à vous. Personne ne peut l'utiliser. Privé, ça veut dire que je l'utilise en réception. Il n'y a que moi qui l'utilise en réception.
Et bien sûr, je n'ai pas le droit d'envoyer dans cette boîte aux lettres parce qu'elle m'est privée. Hein. Donc, je ne peux que recevoir. ما تقدرش تبعث لا لتر انت في لاباط ولا تاعك باش يجي لابوست يديوها لا ça n'existe pas هذه. OK. Boîte aux lettres privée, elle est privée à quelqu'un, mais il l'utilise uniquement en réception. Elle peut être privée à un groupe إذا رانا في شركة plusieurs personnes داخل الشركة تكون une seule boîte aux lettres وين les gens prélèvent كل واحد يشوف لا لتر نتاعو ويديها ما كانش مشكل ça existe. Et bien sûr, quand elle est privée, elle est utilisée et puis elle est détruite automatiquement à la fin. C'est-à-dire le système le dit. C'est-à-dire si le processus termine, tous ces objets terminent automatiquement, y compris la boîte aux lettres, parce qu'elle est privée. C'est normal. Alors, il y a ce qu'on appelle le partage implicite par héritage, c'est-à-dire mon père, un processus a une boîte aux lettres privée. Juste après, il a créé un processus fils. Eh bien, le processus fils, s'il veut utiliser la boîte aux lettres de son père, il a le droit. Elle est privée. Enfin, elle l'hérite, hein, par héritage, il n'y a aucun problème aussi. Bon, donc ça, elle peut être privée à un seul processus, mais elle peut être privée à plusieurs processus. Donc, ils la partagent en réception, bien sûr. D'accord? Et là, bien sûr, quand elle est privée à un processus, l'émetteur, quand il va envoyer dans cette boîte aux lettres, il n'a pas besoin de mettre le nom du processus destinataire parce qu'il est automatique. Vous voyez, ouais, je vais aller à ma boîte aux lettres, je trouve un message, il est destiné à moi. Personne d'autre ne va l'utiliser, ça c'est clair. Donc, ce n'est pas la peine d'envoyer le nom. Par contre, quand la boîte aux lettres privée, elle est commune entre plusieurs processus, en réception bien sûr, tout simplement. D'accord? Et bien là, quand j'envoie un message, on colle le même. Bien sûr, il a le message, il est destiné à Flan. Maintenant, je peux envoyer un message que j'envoie, celui qui le reçoit, معليش, ماشي مشكل. D'accord? Là. Donc, s'il est destiné à quelqu'un, bien sûr, on doit mettre le nom du destinataire ou bien quelque chose qui dit que c'est Flan, ماشي Flan, tout simplement. Et c'est la même chose, elle disparaît quand tous les processus terminent. Si elle est privée entre 5 processus, إذا راحوا 4 بقى واحد, ben, la boîte aux lettres reste jusqu'à ce que le 5e termine. OK? Et là, il y a un conflit de partage, d'accord? Donc là, il faut régler, c'est-à-dire s'il y a plusieurs processus qui exécutent recevoir, bah, lequel il exécute la réception des messages, d'accord? Donc là, c'est le problème d'exclusion mutuelle qu'il faut régler, c'est le système qui le fait. Bon, soit qu'il choisit aléatoirement un processus, soit que, on va dire, le premier qui est, voilà, donc il y a une politique de choix, c'est clair. Donc, ça, c'est l'implémentation. Alors, j'ai parlé des boîtes aux lettres privées. Je vais parler maintenant des boîtes aux lettres publiques. Une boîte aux lettres publique. Elle n'est pas propriété des processus, elle est propriété du système d'exploitation. Là, c'est plus sérieux. C'est ce qu'on va faire dans notre TP. On va utiliser ce type de boîte aux lettres qu'on appelle la file de message. Hein. Sous Unix, on les appelle file de message. Donc, une boîte aux lettres commune, elle a un nom, c'est normal, comme on l'a dit au départ. Donc, elle est identifiée par un nom. Elle permet la communication entre deux processus ou bien plusieurs processus. Bon, en général, elle est utilisée par plusieurs processus. D'accord? Et le même processus, dans les boîtes aux lettres privées, il peut envoyer dans la boîte aux lettres B, il peut recevoir s'il veut. Parce qu'elle est commune. Commune, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'importe qui peut envoyer, n'importe qui peut recevoir. Voilà. Donc, c'est à vous de voir votre application, comment vous la structurez. Je connais bien, je connais reçoit. Donc, le système vous donne la flexibilité. Vous pouvez même vous-même envoyer dans la boîte aux lettres et recevoir de la boîte aux lettres plus tard. Mais quel mouchkil. D'accord? Donc, mais cette boîte aux lettres-là, elle n'existe pas au départ. Parce que privé, quand je crée un processus, les variables qui le concernent, elles sont créées automatiquement, y compris la boîte aux lettres, parce que c'est une structure de communication qui est privée, elle est créée par déclaration. D'accord? Mais non. On déclare, oui, la structure, parce que comment elle est structurée. Mais sa création, son existence, doit se faire à travers le système d'exploitation. Yani, je suis obligé de passer par des opérations de création
Et à la fin, quand je termine, je dois la détruire. Si je ne la détruis pas, elle reste dans le système. Qui m'a laissé ma force, Shabab, hein? Même les sémaphores, sous Unix, on doit les créer, on doit les initialiser, on fait PV et on doit les détruire. Si on ne détruit pas les sémaphores, eh bien, ils vont rester dans le système. Voilà, c'est une programmation système. D'accord, ils vont rester comme un objet du système. Là aussi, les boîtes aux lettres publiques, si on ne les détruit pas, elles vont rester. Il faut détruire. Il faut que quelqu'un, parmi les processus, ou l'al-Khrani, il détruit. Mais bien sûr, tout dépend du système d'exploitation. Mais Unix, non. Il y a certains systèmes d'exploitation où, quand on crée une boîte aux lettres, il sait qui l'a créé. Le système, c'est Flan qui l'a créé. Quelqu'un qui veut utiliser la boîte aux lettres, il sait que Flan va utiliser la boîte aux lettres. Donc, il sait tous les processus concernés par cette boîte aux lettres. Imaginez que ces processus-là terminent un par un. Le système le sait aussi. Si la boîte aux lettres n'est pas détruite, quand le dernier processus qui utilise la boîte aux lettres termine, ce type de système d'exploitation peut lui-même réagir. Est-ce qu'il y a un processus qui utilise cette boîte aux lettres? Personne. Eh ben, il va la détruire automatiquement. Bon, il le fait à la carte, c'est-à-dire quand le dernier processus, donc il décrémente -1, un compteur de processus qui utilise la boîte aux lettres. Quand un processus est créé, il utilise la boîte aux lettres, on dit +1, +1, +1. Quand quelqu'un part, -1, -1. Quand le compteur atteint 0, hop, le système va la détruire automatiquement. C'est-à-dire, si les processus ne la détruisent pas, le système va la détruire. Certains systèmes fonctionnent comme ça. D'accord? Il réagit de cette manière-là. Ça, c'est une façon de réagir. Mais il peut se dire, moi, je ne vais pas réagir à la carte. D'accord? Mais que je compte, je décompte, d'accord, les processus qu'il utilise, mais quand c'est 0, je vais la détruire. Il peut ne pas détruire. Qu'est-ce qu'il va faire immédiatement? Il va utiliser des programmes qui s'exécutent en arrière-plan, en background, d'accord? C'est-à-dire qu'avec une priorité nulle, quand le système est libre, à ce moment-là, il fait ce qu'on appelle la collecte des muettes. Hein? Voilà. Donc, toutes les structures, parce qu'une structure de communication qui est la file de message, c'est quoi? C'est une mémoire qui est occupée. D'accord? Si elle reste, elle va occuper de la mémoire. C'est pas bien pour le système. Donc, de temps en temps, il exécute ces programmes-là pour voir, il balaye, voir les structures de communication, les sémaphores, les caïns. Est-ce qu'il y a des processus qui les utilisent? Macanch, il détruit. Il détruit, il détruit. Donc, c'est des programmes avec priorité 0. Ils s'activent quand le système est libre, parce qu'ils ont une priorité basse. OK? Voilà. Et ça permet de récupérer tout ce qui est objet. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous parler du côté système d'exploitation. Donc, nous, pour ce qui nous intéresse, quand on crée une boîte aux lettres obligatoirement pour l'utiliser, et de préférable, on doit la détruire quand on termine. Sinon, elle reste dans le système, si le système, bien sûr, ne prend pas l'initiative de détruire les boîtes aux lettres inutilisées. Bon, maintenant, comment on va utiliser une boîte aux lettres de manière commune? Imaginez que j'ai 3 processus, ou les 2, c'est des 2, qui veulent utiliser une boîte aux lettres commune. Comment il va faire? لازم واحد منهم il va créer la boîte aux lettres. ولازم الآخر يعرف le nom de la boîte aux lettres, bien sûr. C'est d'accord. Moi, je crée la boîte aux lettres, vous, je ne vais pas vous communiquer le nom de la boîte aux lettres, non, non. لازم تعرفوا, parce que l'application, qu'est-ce qu'il écrit? C'est moi le programmeur. J'écris l'application. Je sais qu'il y a un fichier partagé fiche. Eh bien, le processus P1, il va appeler pour ouvrir le fichier fiche. Et l'autre, il va appeler pour ouvrir le fichier fiche. Je n'arrive le nom. Parce que le programmeur, il sait le fichier partagé. C'est la même chose aussi pour la boîte aux lettres. Donc, le nom physique de la boîte aux lettres, c'est une chaîne de caractères, c'est un identifiant. D'accord? Donc, voilà. Mais comment ça se fait? Le premier processus, bon, vous êtes d'accord avec moi, quand tu imaginez le main, hein, donc on est en C, on va être pratique par exemple, hein, en C, moi je suis le père, je vais créer 2 processus, P1 et P2. P1 et P2, c'est mon processus P1 et P2. Ces processus-là vont utiliser une boîte aux lettres BAL1, les 2.
Le texte, le nom physique, hein, c'est un texte entre cotes, il s'appelle BAL1. Alors, on a une primitive qui s'appelle création. Les deux processus, doivent appeler la primitive création. Les deux. D'accord? Avant d'utiliser la boîte aux lettres création, je crée la boîte aux lettres BAL1. L'autre, il dit, je vais créer la boîte aux lettres BAL1. Mais comment ça va s'exécuter? Le système d'exploitation, au départ, quand il crée les deux processus, personne n'a appelé cette fonction-là. Dès que n dit 2, par exemple, P1 appelle la fonction « je veux créer la boîte aux lettres », le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser la question « est-ce que la boîte aux lettres a été déjà créée ?» Si la boîte aux lettres n'a pas été déjà créée, il va la créer. Bien sûr, dans ce cas-là, elle n'est pas créée, il va la créer. Et il va lui retourner, bien sûr, le pointeur vers cette boîte aux lettres, vers la structure du descripteur de cette boîte aux lettres. Voilà. Très bien. L'autre processus, dès qu'il soit prêt, il va exécuter, dès qu'il est prêt, il va exécuter création de la boîte aux lettres. Le système va vérifier, kiff, avec ce nom physique de cette boîte aux lettres-là, est-ce qu'elle existe déjà? Il va trouver qu'elle existe déjà. Donc, il ne va pas la créer, lui. Il va juste lui retourner le nom de la boîte aux lettres. Voilà comment ça va se passer. D'accord? Donc, quand vous programmez, on fait de cette manière. Sous Unix, c'est comme ça que ça se fait. Je crée la boîte aux lettres, les deux vont appeler créer. D'accord? Les deux processus. Le premier va effectivement la créer dans le temps. Hein, c'est l'ordre chronologique. Le second, il ne va pas la créer une autre fois, elle est déjà créée. Et le système va juste lui donner le pointeur de la boîte aux lettres. Et ben voilà, très bien, les deux peuvent communiquer maintenant. OK? Ou là, il y a une autre solution, c'est que le père P, P1, P2, le père c'est P. Le père, lui, il va créer la boîte aux lettres. Il va la créer. Il n'y a que lui qui appelle la création. Il la crée. D'accord? La boîte aux lettres est créée, BAL1. Le pointeur de la boîte aux lettres est connu. Dès qu'il crée un processus, P1 ou bien P2, il va irriter le descripteur de la boîte aux lettres. Donc là, c'est une autre façon de faire. Je n'ai pas besoin de créer. Pour le TP, souvenez-vous, hein, vous pouvez faire de cette manière-là. Moi, je vous conseille que ce soit le père qui crée. Le père écrit la boîte aux lettres. D'accord? Eh bien, la file de message. Et juste quand il crée le processus, il va, le pointeur avec, il va l'irriter, tout simplement. OK, Shabab? Bon, j'ai parlé de la destruction. D'accord, à Masmiyet. D'accord, j'ai parlé de. Donc, ce n'est pas la peine que je répète. Maintenant, le dernier point. J'ai dit donc de manière générale, quand on communique de manière indirecte, principalement la file de message, donc associée à la boîte aux lettres, ce lien-là, parce que quand on communique, il y a un lien. Le lien, il peut être implicite, il peut être explicite. La communication directe, le lien, on va dire qu'il est implicite. Donc, je n'ai pas besoin de le créer. Le système va le créer, etc. Le lien, c'est quoi? Il a un attribut qui est la capacité, c'est-à-dire combien de messages il peut contenir. C'est-à-dire je peux envoyer sans me bloquer si le récepteur ne reçoit pas. OK. Ça s'applique aussi pour les messages, pour la file de messages, parce que c'est une communication. Elle est indirecte, mais le lien, c'est quoi? Le lien, c'est la boîte aux lettres en elle-même. La boîte aux lettres peut être considérée comme étant un lien de communication. Donc, je crée le lien. Quand je crée le lien, je crée la boîte aux lettres. Et la boîte aux lettres a une capacité. Elle peut être nulle. Elle n'existe pas du tout. D'accord? Communication par rendez-vous. Ah, OK. Elle peut être d'une capacité limitée. Elle peut être illimitée. Bon, si la capacité est nulle, on ne parle même pas de boîte aux lettres. Hein, ça n'existe pas du tout. La boîte aux lettres, elle existe, elle a une capacité, que ce soit limitée ou bien illimitée. Et en général, elle est limitée, la boîte aux lettres. Moi, je parle du côté aspect théorique. Quand deux processus communiquent par échange de messages, il y a un lien. Donc, je reste dans ce niveau-là. Il y a un lien de communication entre les deux. Le lien a une capacité qui peut être nulle, elle peut être fixe, elle peut être infinie. Voilà. Ça, c'est le côté théorique. Si elle est nulle, ça veut dire communication par rendez-vous. Il n'y a pas de où je stocke temporairement. Je dois vous envoyer directement à vous, main à main. D'accord? Si elle est de capacité limitée, ça veut dire que l'émetteur peut envoyer un message dans cette boîte aux lettres sans se bloquer, bien sûr, si le récepteur ne se voit pas.
Mais dès qu'il y aura n plus 1 et l'autre ne reçoit pas, eh ben, il va rester bloqué jusqu'à ce que l'autre reçoive. Si elle est de capacité infinie, eh ben, dans ce cas-là, l'émetteur ne se bloque jamais. Il ne se bloque jamais. C'est-à-dire qu'il va envoyer les messages sans se bloquer. La primitive envoyée n'est pas bloquante, mais recevoir, elle est bloquante. Parce que si le lien ne contient rien, je me bloque, c'est clair. Par défaut, elle est bloquante. Donc là, j'ai parlé des 3 aspects. Donc, capacité 0, pas de message en attente. Là, on parle de synchronisation par rendez-vous, ou bien synchrone. On dit c'est synchrone. Synchrone, ça veut dire que les deux doivent être au niveau d'émission-réception pour qu'il y ait la communication. C'est une synchronisation. D'accord? C'est synchrone. Capacité limitée, taille c'est n. Bien sûr, envoyée, elle peut être bloquante. Elle peut être bloquante si le lien est rempli. Capacité illimitée, dans ce cas-là, on dit que c'est une communication asynchrone, c'est-à-dire que l'émetteur vient et l'envoie et il part. Il ne se bloque pas. C'est asynchrone. D'accord? Voilà. Alors maintenant, pour les alliés de communication, le meshakil. Quand j'envoie un message, normalement, quand j'envoie un message à quelqu'un, il se pourrait que le message n'arrive pas chez ce quelqu'un-là. D'accord? Ça, c'est un problème qui peut exister. Ou bien le message arrive déformé. OK? Et là, c'est des problèmes qui peuvent se poser. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On doit enrichir la communication entre l'émetteur et les récepteurs de telle sorte que quand l'émetteur envoie le message, eh ben, il faut qu'il dialogue avec le récepteur. Est-ce que vous avez bien reçu mon message, s'il vous plaît, à travers la même communication? Donc, on aura ce qu'on appelle un protocole de communication. Protocole de communication, c'est quoi? C'est pour s'assurer de la bonne réception des messages que je veux envoyer. Donc, j'ajoute un mécanisme. Ce mécanisme peut s'appeler mécanisme d'acquittement. L'acquittement, ça veut dire quoi? Je vous envoie un message, vous allez le recevoir et juste après, s'il vous plaît, envoyez-moi que vous avez bien reçu le message. L'acquittement. وهنا ces problèmes-là, dans les systèmes centralisés, sur une seule machine, ne se produisent pas ces messages-là. On n'a pas besoin de protocole de communication. Ce problème-là existe dans les systèmes distribués. D'accord? Dans les systèmes distribués, on a, parce que le message que j'envoie, il voyage à travers des fils, à travers un moyen de communication filaire ou non filaire. D'accord? Mais là, non, c'est la même mémoire qu'on partage et donc il n'y a pas de problème de cela. Voilà, donc ça, c'est juste pour mentionner les problèmes qui existent quant à l'échange d'un message. Voilà, le système de message est plus convenable pour les systèmes distribués. Il n'y a que lui qui est utilisé, il n'y a pas d'autre moyen. On ne communique pas que par échange de messages dans les systèmes distribués. D'accord, réellement. C'est ça. D'accord? Mais dans les systèmes centralisés, souvent, c'est la communication par partage de mémoire. D'accord? Mais on a aussi la communication par échange de messages en utilisant les boîtes aux lettres. C'est possible. D'accord? Voilà, Shabab, donc c'est ce chapitre-là, on l'a terminé. Donc, ça, c'est des concepts qu'on applique le waqa'. Donc, on va les appliquer donc, à travers le TP, c'est bien. OK? Voilà. Bon, d'autres problèmes, c'est qui existent quand il y a l'échange de messages, surtout dans les systèmes distribués. Ah, moi, je connais un peu le système distribué, donc par connaissance de cause. Et il y a des problèmes de terminaison de processus. Bon, même sans système centralisé, ça existe, hein, problème de terminaison de processus. La perte de message qui est une caractéristique du système distribué. L'altération, la duplication, le déséquencement. Altération, ça veut dire que le message est modifié. Il est reçu modifié, corrompu. Dupliquer, ça veut dire que j'envoie, moi, un seul message, une seule copie, et bien le récepteur peut recevoir plusieurs copies. Parce que là, le réseau lui-même, il peut être de communication, il peut utiliser cette technique-là parce que le réseau
comment dire, il n'a pas de mécanisme pour résoudre les problèmes de corruption de messages, ou bien de perte, je dirais de perte de message, hein, pour simplifier, la perte. Les messages peuvent se perdre. Donc, moi, je dirais que pour garantir la réception, je vais envoyer plusieurs copies. En tant qu'utilisateur, j'envoie une copie. Mais le système lui-même, à ma place, il va envoyer plusieurs copies pour dire qu'à l'aqal توصل وحدة. Mais à l'aqal, ça peut être plusieurs. Il peut recevoir plusieurs. Et donc, c'est un problème de duplication parce que le réseau a ce comportement-là. Le déséquencement, ça, c'est pour dire que quand j'envoie un message, deux messages de suite à la même destination, message M1, puis le message M2. Alors, le message M1, il se pourrait, normalement, dans les cas normaux, M1 arrive avant M2. Mais si le système a la propriété de déséquencement, il se pourrait que M2 arrive avant M1. Voilà le problème qui peut se produire, ce qu'on appelle le déséquencement. Mais il y a d'autres problèmes donc, spécifiques au système distribué. Là, c'est juste pour vous faire goûter un petit peu cela. C'est tout. OK. Alors, on a terminé le chapitre. Si vous avez des questions à me poser, bon, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Je vous attends si vous avez des questions. Shabab. Vous êtes une dizaine d'étudiants, masha'Allah alaykum. C'est toute la section qui contient 60 étudiants. Bah, ça, c'est très bien. Touma, masha'Allah alaykum, barakallahu fikum hadartou, c'est bien pour vous, d'accord? Mais les 50 autres étudiants qui n'ont pas assisté, takrin, ma'alish. Kama yasha'oun. Est-ce qu'il y a des questions, shabab? Ça va, c'est bon? Ah, vous pouvez envoyer des messages, c'est pour dire quelque chose. Ah, sinon, on va commencer, c'est clair, shabab, c'est bon? On va commencer le chapitre 4. Donc, il nous reste deux chapitres, le 4 et le 5. C'est des chapitres qui ماشي كبار بزاف على كل حال par rapport aux autres chapitres qu'on a vus. OK? 4 et 5, ونكملوا إن شاء الله. Le dernier chapitre, c'est les fichiers. Il y a un autre chapitre, un grand chapitre, c'est l'interblocage, mais impossible de le faire. مستحيل تماما. Le temps ne le permet pas. OK, shabab. Voilà, donc je vais enlever ce partage-là. Allez, je vais enlever ce partage et je vais lancer un autre. Est-ce que vous voyez le partage? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. بالأولى ماشي أنت اللي نورمالمون دير لو تي بي ومن بعد؟ أنا monsieur, oui. شفت كيفاش تفكرت كاين أنت وصاحبك سي بيان سا. Oui. اوكي دونك ما تنساش ورا تيدي ان شاء الله انت ونين ثاني لوتر بينوم نين. اوكي مهدي. لا 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 يا نوت بينوم. داكور مسيو انا اللي قادرنا نجي اون بريزونس يسمى في لاصال تي بي نورمال يسمى لا on s'est entendu de faire le test de TP numéro 1 en ligne, c'est bien ça. ماشي ما اوكان بروبليم مسيو هذا داكور تفهمنا عليه donc on va faire comme ça, c'est clair. داكور En salle de TP c'est pour autre chose. اوكي داكور مسيو. ابا اذا تحبوا ديروها في لاصال تي بي تبرسكم كما تحبوا كما تشاءون. لا سقسي انت انت كيما صاحبك انت قلت لي صاحبك مريض ولا لا؟ انا اللي كنت مريض يسمى دوك راني جيت. انت تقدر تجي نقدر نجي اما لا خلاص ولدي نخليوها نهار لاصال دو تي بي السمانه الجايه مي لازم تكون مع البينوم تاعك باش ما نضيع اوكي خلاص دونك نديروها في لاصال دو اوكي داكور سي تري بيان. دونك يا كونين برك جو في اكزاميني مانتنو اللي فيه الخير هي سي بون.
Voilà, Shabab, donc je commence. Il nous reste 10 minutes, on va les exploiter au maximum. Là. Bien, alors on était dans le chapitre de communication, mais avant cela, on avait un chapitre de synchronisation. Alors maintenant, on va revenir à la synchronisation. Dans le chapitre 2, on a utilisé les sémaphores, souvenez-vous. Mais les sémaphores sont qualifiés d'outils de synchronisation de bas niveau. Ça veut dire quoi de bas niveau? Bas niveau veut dire qu'ils sont proches un peu, je veux dire, ils sont loin de l'utilisateur, de la perception de l'utilisateur. Ils sont proches du système, mais loin de l'utilisateur. يعني, je parle de quoi? Je parle de degré d'abstraction. D'accord? Il y a des détails, c'est-à-dire qu'ils sont moins abstraits, un degré d'abstraction moindre, qui est bon. Et ben, quand on les utilise, on a des problèmes. D'accord? Bon, c'est vrai que les sémaphores sont bien flexibles. Flexibles, c'est-à-dire que je peux les utiliser comme je veux. Et ils sont universels dans le sens qu'ils s'appliquent à n'importe quel problème qui a une solution. Chaque problème qui a une solution, il admet sa solution avec les sémaphores. C'est-à-dire les sémaphores, mais ils sont universels. D'accord? Très bien. Ça, c'est le grand avantage. Mais là, l'inconvénient, c'est que Shabab, je reviens dans une minute ou deux parce qu'il y a quelqu'un qui a sonné à la porte à la maison et il n'y a personne, il n'y a que moi. Donc, je vais voir, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Ah, ça aide. Bon, je reviens. Ah, désolé. Où est-ce qu'on était? Donc, on parlait des sémaphores. Donc, le problème, c'est qu'ils sont de bas niveau, donc on risque de créer des problèmes quand il s'agit de créer des solutions. On peut se tromper facilement. Donc, on peut créer de la famine, on peut créer de l'interblocage, on peut avoir des solutions carrément incorrectes facilement parce qu'on a mal utilisé les sémaphores. Les sémaphores sont bien, ils sont bien définis. Mais nous, quand il s'agit de les utiliser parce qu'ils sont fins, dans le sens bas niveau, alors on risque forcément de faire des erreurs. Voilà. Donc, c'est pour cela que les gens ont réfléchi à construire des outils de synchronisation de haut niveau. Haut niveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'approchent de l'expression de l'utilisateur. Yani, quand on écrit une solution pour synchroniser des processus, avec ces outils-là de synchronisation de haut niveau, on ne risque pas d'avoir des bêtises, d'accord? Voilà.
parce qu'il nous décharge de certaines choses qui sont prises en charge automatiquement par ceux-là, par ces outils-là. Voilà. Bon, parmi ces outils-là, il y a les moniteurs, les régions critiques, il y a aussi les modes de synchronisation. Bon, il y en a d'autres. Mais nous, bon, j'espère qu'on va voir les deux outils, mais on commence forcément par les moniteurs. Alors, je vais commencer par les moniteurs. C'est quoi un moniteur? Un moniteur, ce n'est pas un sémaphore, c'est un moniteur. Voilà les personnes qui ont Brinch Hansen et Hauer, d'accord? Hauer, je ne sais pas. En tout cas, c'est ceux-là qui ont défini ces moniteurs-là. Alors, là, je parle des moniteurs classiques parce qu'il y a des variantes de moniteurs, on va en parler après. D'accord? Voilà. Donc, quand je parle de moniteur tout court, je dis moniteur, ça veut dire moniteur classique. Voilà, ça c'est par défaut. Il permet de décharger l'utilisateur de la protection des variables de synchronisation. Alors, je vous donne un peu l'idée. Quand on a écrit la solution des lecteurs-rédacteurs, la solution directe, on a fait le cours. Lecteur-rédacteur, qui est une première solution, sans priorité explicite. On a utilisé le sémaphore oméga, on a utilisé, le sémaphore S, c'est ça, et oméga. On a utilisé une variable de synchronisation qui compte le nombre de lecteurs. Quand on a utilisé notre solution, on a fait la variable écriture, un certain nombre de compteurs, etc. On les appelle des variables de synchronisation. On était obligé de les protéger en utilisant le mutex. Souvenez-vous, le mutex pour les protéger. Et là, c'était le mutex, on les a ramenés principalement pour protéger les variables. Et donc, on est détourné un petit peu de la synchronisation de ce qu'on voulait faire. Quand on a voulu synchroniser pour les lecteurs et les rédacteurs, mais on était amené à protéger des variables. Donc, c'est un peu, on est détourné. Et bien, justement, les moniteurs protègent les variables de synchronisation de manière automatique. Je n'ai pas besoin de dire, bon, je dois les protéger. Non, ils sont protégés déjà, automatiquement. Et ça, c'est très important. Vous allez voir comment. OK? Comment il est constitué, le moniteur? Le moniteur, je peux le voir comme un module. J'ai créé un module, la programmation module. J'ai créé un module. Un module, c'est quoi? C'est un ensemble de primitives. Mais bien sûr, primitives, ça veut dire des procédures ou bien des fonctions. Il y a des procédures, il y a des fonctions. Les procédures ne retournent pas une valeur, mais les fonctions retournent une valeur. Mais les deux procédures moniteurs, fonctions, peuvent retourner des valeurs à travers les paramètres. Les deux paramètres en sortie, oui, c'est possible. Mais je parle du nom de la fonction. Le nom de la fonction retourne une valeur, mais le nom de la procédure ne retourne pas. On parle de ça, c'est ça la différence. OK? Alors, je reviens ici. Donc, c'est un ensemble des procédures. Et bien sûr, pour avoir des procédures, on aura des variables. C'est ce qu'on appelle des variables de synchronisation. Donc, on doit déclarer ici dans le moniteur des variables. Quand le moniteur est créé, il y a une partie initialisation qui va initialiser, il y a des instructions ici qui vont initialiser les variables, si on en a besoin. Et donc, on a des variables ici. Alors, on a un ensemble de procédures qu'on appelle les entrées. Entrée 1, entrée 2, entrée N. Ce sont des procédures du moniteur. D'accord? Il y a un de vos collègues qui arrive. شكون هذا؟ وهيب عثمان. مليح. وهيب عثمان. صحيت وهيب عثمان كي كمل الكور وجيت. صحيت. Alors, donc, le moniteur, dans le moniteur, je déclare des variables. J'ai aussi des procédures. Mais avant d'utiliser le moniteur, le système, quand on crée le moniteur, le système va initialiser tout d'abord des variables en utilisant des instructions ici. Il peut y avoir des boucles, des instructions, si alors, sinon, des affectations, des choses comme ça. D'accord? Voilà, ça travaille pour faire un travail initial. Une fois le travail initial du moniteur est terminé, on dit que le moniteur est initialisé, il est lancé. Et les processus qui se synchronisent, ils se synchronisent à travers le moniteur. J'ai 5 processus, par exemple. Chacun des 5 processus peut appeler
une des procédures du moniteur à tout moment. Comme il veut. Mais ces procédures-là vont travailler sur des variables de synchronisation. Et aussi, le processus peut faire passer des paramètres qui concernent ces variables locales. D'accord? L'appel d'une fonction du moniteur, parce que le moniteur est connu par un nom, donc il doit mettre le nom du moniteur, point, le nom de la procédure, qu'on appelle une entrée du moniteur, et il va mettre les paramètres, les valeurs réelles des paramètres pour travailler. D'accord? Très bien. Donc là, c'est la structure de moniteur. Maintenant, comment les utiliser, la synchronisation, etc. On va faire tout cela la semaine, le cours, durant le cours, Inch'Allah. OK, Shabab? Voilà, donc on va arrêter là le cours. Restez connectés. Donc, dans 10 minutes, on va faire le TD. Je vous rappelle qu'il y aura l'absence dans le TD. Je comptabilise l'absence. Et voilà, donc, et 20, on va commencer le TD, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions? هل من أسئلة؟ Ça va, tout va bien? C'est bon? Bah, très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on vient de commencer le chapitre. En tout cas, on n'a parlé que de la structure du moniteur et la motivation de parler du moniteur. OK. Bon, maintenant, on va parler des mécanismes, comment on protège les variables, comment, etc. On donne des exemples et vous allez bien comprendre, Inch'Allah. OK. Voilà, mais ça va être la prochaine fois, bi'idhnillah. OK, Shabab. Voilà, donc on va se reposer pendant 10 minutes. Voilà. On va commencer le TD, Inch'Allah. OK, Shabab. Voilà, je vous remercie. Donc, à tout à l'heure, Inch'Allah. J'arrête le partage. Donc, restez connectés pour ceux qui veulent assister au TD. Mais vous pouvez aller vous reposer.